Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour et merci d'écouter Radio Prague International. Cette émission nous emmène dans deux villes, à Ostrava, en Moravie-Silésie. Nous allons découvrir la galerie d'art contemporain Plateau, puis nous nous déplacerons à Liberec, en Bohême du Nord, où le Festival international du film d'animation Anifilm fête ses 25 ans, avec un retour dans le passé, au cœur des mythes et légendes. Mais tout de suite le Flash Info par Alexis Rosenzweig. Les informations. Les enquêteurs de la Centrale nationale contre le crime organisé ont inculpé 3 nouvelles personnes dans le cadre de l'affaire du don de Bitcoin au ministère de la Justice l'an dernier. Selon eux, elles se sont rendues coupables de blanchiment d'argent et d'abus de pouvoir d'un agent public. C'est ce qu'a indiqué le procureur général. Les poursuites sont menées à leur encontre en liberté. Le parquet n'a pas fourni davantage de détails sur les personnes inculpées, mais plusieurs médias tchèques, dont Irozlas, ont indiqué qu'il s'agit de l'ancien ministre de la Justice, Pavel Blažek, qui a confirmé l'information en précisant se sentir innocent. Il s'agit également de son ancien adjoint Radomír Daniel et de l'avocat Karim Titz. Dans cette affaire, Tomáš Jiříkovský est déjà inculpé pour blanchiment d'argent et pour l'exploitation du site du darknet Nucleus Market. C'est lui, Tomáš Jiříkovský, qui avait fait un don en bitcoin au ministère. Il est en détention provisoire depuis le mois d'août dernier. Une autre affaire, celle du nid de cigognes qui n'en termine jamais. Le tribunal municipal de Prague a condamné lundi l'eurodéputée Jana Naďová pour fraude aux subventions et atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne dans cette affaire du nid de cigognes. Elle a été condamnée à une peine de 3 ans de prison avec sursis, assortie d'une période probatoire de 5 ans et d'une amende de 500 000 couronnes. Le jugement n'est pas définitif. Son avocat a fait appel devant la Haute Cour de Prague dans sa plaidoirie finale. Madame Naďová a de nouveau rejeté toute culpabilité et s'est excusée de son absence lors du prononcé du verdict dans cette affaire. Le Premier ministre et chef du mouvement ANO dont elle fait partie, Andrej Babiš, est également inculpé. C'est une décision scandaleuse et la preuve qu'un adversaire politique peut être poursuivi sur commande. Je considère cela comme une honte pour la justice tchèque, a notamment indiqué le chef du gouvernement Andrej Babiš sur les réseaux sociaux en réaction à ce jugement. Une cérémonie était organisée ce mardi midi devant le bâtiment de la radio publique ici, Český rozhlas, à l'occasion du 81e anniversaire du soulèvement de Prague et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Y ont notamment participé le vice-président du Sénat, le directeur général de la radio et le président de la Chambre des députés, ainsi que l'ambassadeur de Slovaquie Martin Muranský, ainsi que le maire de Prague, Bohuslav Svoboda. Quelques 173 personnes, rappelons-le, sont mortes dans la bataille de la radio à partir du 5 mai 1945, après que les employés ont décidé de diffuser uniquement en langue tchèque et non plus en allemand. On passe au sport avec d'abord du tennis et la joueuse Kateřina Siniaková, la Tchèque qui est revenue à la première place du classement mondial en double. Elle redevient numéro 1 mondial pour la première fois depuis le 26 janvier. Âgée de 29 ans, Kateřina Siniaková entame sa 181e semaine en tant que numéro 1 mondial, ce qui fait d'elle la 3e joueuse de l'histoire à mener aussi longtemps le classement WTA. Seule la tchécoslovaque naturalisée américaine Martina Navratilova et la sud-africaine naturalisée américaine Liesl Huber ont fait mieux que Kateřina Siniaková. Et puis un mot de hockey sur glace également pour vous dire que c'est l'attaquant Roman Červenka qui évolue au Dynamo Pardubice qui a été élu meilleur hockeyeur de la saison 10 ans après son dernier titre. Pilier du Dynamo, il a remporté 4 récompenses lors du gala organisé ce lundi soir à Prague. Âgé de 40 ans et double champion du monde, il a largement contribué à la victoire de Pardubice en saison régulière et au titre national. Il a indiqué en fin de soirée lundi qu'il allait participer au championnat du monde qui démarre dans 10 jours en ce mois de mai en Suisse. Et puis un mot sur la météo comme d'habitude pour terminer ce bulletin avec la pluie amenée par des orages qui s'annoncent dans le ciel tchèque et pour toute la journée de mercredi le 6 mai. Plus de précisions, c'est sur notre site français.radio.cz et la suite du programme, c'est tout de suite maintenant en compagnie de Magdalena Hrozinková. Radio Prague International, le programme francophone.
Les anciens abattoirs de la ville industrielle d'Ostrava abritent depuis 2022 Plato, l'une des principales galeries d'art contemporain en Tchéquie. Installée dans plusieurs endroits de la ville auparavant, ce haut lieu de la culture vivante de la Moravie-Silésie célèbre en fait déjà ses 10 ans d'existence. Pour marquer cet anniversaire, Plato a ouvert une grande exposition intitulée « Le sol et ses amis », Půda a přátelé. Jusqu'au 13 septembre prochain, une trentaine d'artistes de différentes nationalités investissent les lieux pour explorer le rapport de l'homme à la nature et en particulier au sol et aux espèces végétales et animales qui y vivent. Quel son aimait le sol? L'artiste écologiste suisse Markus Meder présente à la galerie Plato son projet inédit Sounding Soil. En s'intéressant à la manière dont les arbres des Alpes résistent à la sécheresse et réagissent au changement climatique en général, il a planté un peu par hasard son micro hypersensible dans le sol pour découvrir que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le monde sous nos pieds est loin d'être silencieux. Grâce à ce projet, des scientifiques étudient cet univers sonore souterrain jusqu'ici inconnu et tout aussi intéressant que par exemple celui des océans. Sounding Soil est un projet international dans la mesure où tout à chacun peut contacter cette équipe scientifique, emprunter un micro spécial et enregistrer le son du monde souterrain dans son pays respectif. À partir de ces enregistrements, on constitue une base de données sonores qui fait l'objet de recherches approfondies. Explique Edith Jeřábková, l'une des 2 commissaires de l'exposition organisée en collaboration avec le Centre polonais d'art contemporain Zamek Ujazdowski à Varsovie. Edith Jeřábková ajoute. Par cette exposition, nous voulions attirer l'attention sur le monde souterrain, inconnu et négligé. Le sol n'est pas là seulement pour être exploité ou pour nous nourrir, c'est un lieu plein de vie. Nous devrions le connaître et le respecter, nous tourner aussi vers l'agriculture régénérative. Nous présentons beaucoup de vidéos, donc il est possible de passer pas mal de temps à la galerie ou de venir plusieurs fois. Je voudrais attirer l'attention par exemple sur l'œuvre de l'artiste tchèque Denica Langrova. Elle a mené un dialogue fictif avec le microbiologiste australien Walter Yen qui nous sert en quelque sorte de guide dans cette exposition. Il explique très bien pourquoi il est important de prendre soin du sol qui, entre autres, refroidit notre planète. Si l'on traite bien le sol, on peut résoudre de nombreux problèmes écologiques, mais aussi politiques et sociaux liés au changement climatique. Les artistes qui nous accompagnent lors de cette découverte passionnante de l'univers souterrain sont eux aussi un peu comme les organismes qui y vivent, estime la commissaire polonaise de l'exposition, Mariana Dobkowska. Ils s'engagent dans des processus à long terme comportant des phases invisibles. Ce travail aboutit parfois à des collaborations inattendues. Tout cela se reflète dans leurs œuvres. Personnellement, j'aime beaucoup celle de l'artiste polonaise Ewelina Wegiel qui se cache au fond d'une salle obscure. C'est une œuvre audiovisuelle avec une projection vidéo sur 3 écrans et le son à écouter avec un casque qui nous fait découvrir le sous-sol de l'escarpement de la Vistule à Varsovie. La photographe Jana Kononova s'intéresse aux tourbières dans la partie centrale de l'Ukraine, tandis que l'artiste et jardinière tchèque Barbora Lounova étudie la symbolique des fleurs dans des cultures différentes et notamment au sein des communautés LGBT. Dans sa vidéo, l'artiste néerlandais Joëri Guépin nous présente sa grand-mère qui a pratiqué dès la fin des années 1940 l'agriculture biodynamique, étant l'une des pionnières de ce mouvement aux Pays-Bas.
D'autres artistes encore ont installé leurs œuvres dans l'immense bâtiment des anciens abattoirs d'Ostrava, dont la transformation a figuré en 2024 en tant que premier projet tchèque parmi les finalistes du prestigieux concours d'architecture contemporaine de l'Union européenne, le prix Mies van den Rohe. Marek Pokorny est le directeur de la galerie Plateau. Quand on lui demande ce qu'il aime le plus dans cette ancienne friche industrielle construite en briques rouges, sa réponse ne surprend pas vraiment. Zahradu, kterou se nám podařilo vlastně vybudovat kolem. Le jardin, c'est un jardin en permaculture dont nous nous occupons nous-mêmes et qui, d'une part, fait contrepoids à cet espace d'exposition plutôt classique et d'autre part parvient en quelque sorte à s'immiscer dans ce bâtiment. Standardnímu výstavnímu prostoru a zároveň nějakým způsobem dokáže vstupovat jako i do té budovy. Galerie Plateau, galerie současného umění vznikla... Notre galerie Plateau a donc été fondée il y a 10 ans parce qu'Ostrava, la troisième ville du pays, n'avait pas de centre d'art contemporain digne de ce nom, comme on en trouve à Brno ou dans d'autres grandes villes du pays. Pourtant, la scène artistique locale a été très intéressante, notamment dans les années 80 et 90. Aujourd'hui, nous sommes une galerie renommée, une référence en Tchéquie, mais aussi en Europe. Et le pays avec lequel nous collaborons le plus, c'est évidemment la Pologne. Les touristes polonais viennent en nombre chez nous, mais nous avons aussi des projets communs avec le magasin Centre national d'art contemporain de Grenoble en France ou avec le centre Spike Island de Bristol en Grande-Bretagne. Měli jsme vlastně i od nás přebíral výstavu Spike Island v Bristolu. Plusieurs événements vont accompagner l'exposition Le Sol et ses amis, notamment une conférence internationale organisée à la mi-mai ou encore une nuit blanche prévue pour le grand public du 20 au 21 juin prochain. La ville de Liberec, en Bohême du Nord, accueille à partir de ce mardi jusqu'au 10 mai le Festival international du film d'animation Anifilm. Consacré cette année au thème mythes et légendes, cette 25e édition met à l'honneur 30 films français. Inès Cuvillier nous en dit plus. Le festival Anifilm ouvre donc ses portes pour 6 jours de projections, d'ateliers, de rencontres et de concerts. Au total, plus de 500 films seront présentés, dont une partie en compétition. Celle-ci se décline en plusieurs catégories, long métrage, court métrage, film étudiant, réalité virtuelle ou encore œuvres expérimentales et abstraites. Considéré comme l'un des rendez-vous majeurs du film d'animation en Europe, le festival met cette année à l'honneur des récits inspirés de mythes et légendes, non pas seulement de Grèce antique, mais aussi des histoires venues du Japon ou encore d'Irlande. Malvina Balvinova est l'une des responsables du programme du festival Anifilm. Généralement, tous les longs métrages en compétition internationale sont excellents. Aussi, ne manquez pas la projection des aventures du prince Ahmed. C'est un film qui a été fait en 1926 qui sera accompagné par la musique en direct. La compétition internationale de long métrage est divisée en 2 catégories, adultes et jeunes publics. Certaines projections, notamment en soirée, joueront davantage sur une atmosphère sombre, voire fantastique, en écho au thème de cette année, et ainsi davantage réservée à un public plus âgé. Pour marquer ce 25e anniversaire, une sélection de films primés lors de précédentes éditions sera également proposée. Le cinéma français, lui, y est particulièrement bien représenté, avec une 30aine de films sélectionnés. Parmi les œuvres les plus attendues figurent Amélie ou la métaphysique des tubes, réalisée par Maëlys Valade et Liane Chauhan, adaptation du roman Métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb. Récompensé par le prix du public à Annecy en 2025, le festival fait partie des temps forts de cette édition. La présence de films français est forte chaque année. Vraiment, beaucoup de films français sont magnifiques pour les enfants et aussi pour les adultes. Donc, chaque année, on a beaucoup de films français dans le programme. Cette année aussi, 2 films de long métrage en compétition. Le festival s'inscrit alors comme une collaboration internationale entre réalisateurs et réalisatrices. Il propose également un film d'animation franco-espagnol-belge intitulé Olivia. Ce film, lui aussi basé sur un roman, met en lumière
l'histoire d'une petite fille à l'avenir incertain. Adaptée de l'œuvre de Mate Carranza, La vie est un film. Cette projection évoquera des thématiques sociales avec humour et sensibilité. Mais Anifilm ne se limite pas aux projections. Le festival propose aussi des concerts, des ateliers, offrant une véritable immersion dans le monde de l'animation. Enfin, au-delà de la célébration du cinéma d'animation, le festival se fait aussi l'écho des grandes mutations dans le monde artistique. L'une des questions au cœur des discussions, la place de l'intelligence artificielle dans la création. On écoute Malvina Balvinova. C'est un peu difficile pour tous les festivals, cette question de l'intelligence artificielle, mais généralement, nous n'acceptons pas les films qui sont créés d'intelligence artificielle en compétition, mais ce n'est pas parce qu'ils sont créés d'intelligence artificielle, mais parce qu'ils ne sont pas bons. Cependant, l'intelligence artificielle, c'est un sujet très très important pour les réalisateurs et réalisatrices de films d'animation. Donc, nous organisons les discussions sur ce sujet. Entre hommage aux grandes œuvres du passé et découverte de nouveaux talents, le festival Anifilm célèbre cette année un quart de siècle d'animation sous toutes ses formes. Place maintenant au tchèque du bout de la langue, préparé par Anaïs Rimbaud et consacré aux mots tchèques qui viennent du hongrois. Čobogaj, nebogaj. C'est le titre d'une marche militaire tchèque que nous entendons ici, interprétée par le chœur d'hommes et l'orchestre radiophonique folklorique de Brno en 1986, une marche militaire elle-même inspirée d'une chanson populaire hongroise. Inutile de demander à un Tchèque le sens de ce qui pourrait faire penser à une onomatopée. C'est pour ses sonorités amusantes et entêtantes, un peu trop même, que ce refrain a été conservé tel quel ou presque. Les paroles hongroises originales sont en effet « Csebogar, Csebogar, Sárga Csebogar » et la ritournelle s'adresserait, en fait, à un insecte sauteur appelé cicadelle en français. Vous conviendrez que cela n'a pas grand-chose à voir avec le jeune homme enrôlé dans l'armée le jour de la Sainte-Catherine, comme le raconte la version tchèque. Si ici on est loin du sens de la chanson originale, ce n'est toutefois pas le cas de tous les mots venant du hongrois et utilisés plus ou moins couramment en tchèque. Commençons par le plus classique, celui que l'on trouve au menu de tous les restaurants du pays, le guláš, mot féminin ou masculin en français et qui vient de gulyás en hongrois. Néanmoins, en Hongrie, ce plat a plus la forme d'une soupe que d'un ragoût comme celui que l'on sert en Tchéquie, et qui peut être décliné à toutes les sauces, avec notamment le szegedinski guláš ou goulash de Szeged, à base de viande de porc, de choucroute et de paprika. Pour la petite anecdote, ce n'est pas le plat en lui-même qui est originaire de la ville de Szeged, au sud de la Hongrie, mais le paprika de qualité qu'il contient. Autre version de goulash servie en République tchèque, celui dit de Debrecen, debrecinski guláš, qui contient des morceaux de saucisse de Debrecen, deuxième ville de Hongrie en nombre d'habitants. Autre ville hongroise dont le nom propre donc a donné naissance à un nom commun, Kocs, une petite commune du nord du pays, autrefois réputée pour la qualité des véhicules hippomobiles appelés kocsi, qui y étaient fabriqués. Une racine hongroise que l'on retrouve non seulement dans le mot tchèque kočár et dans son équivalent français coche, mais aussi dans l'anglais coach, l'espagnol coche et dans d'autres langues. Mais revenons au registre gastronomique. Épice nationale hongroise, le paprika, entre dans la composition de bien des mets tchèques, dont notamment le kuře na paprice ou poulet au paprika. Parfois appelé tout simplement paprikáš, il est souvent servi avec des coquillettes en accompagnement. Et pour la petite anecdote, on l'a vu sur la table de fête d'une famille américaine aux origines évidemment centre-européennes et pour qui ce plat s'appelait chicken paprikash. Autre spécialité d'Europe centrale originaire de Hongrie, le lecso, est un plat mijoté à base de poivrons, d'oignons et de tomates. En Hongrie, sa recette contient systématiquement de la saucisse. Néanmoins, les Tchèques, eux, ont plutôt tendance à y ajouter un œuf qui, battu, épaissit le plat.
Classique salé et gras des stands de fast-food, des marchés, festivals et lieux de baignade en plein air, le langosh, du hongrois langosh, n'a plus grand-chose à voir avec la racine hongroise lang, la flamme, qui lui a donné son nom. Aujourd'hui, en effet, cette galette de pâte levée n'est plus cuite au feu de bois, mais généreusement frite. En Hongrie, elle est traditionnellement servie avec de la crème aigre, du fromage râpé et du jus d'ail. En Tchéquie, elle est plus souvent garnie de ketchup. Un stand de cuisine de rue tchèque dont la carte était aussi en anglais, on a vu langosh, traduit par česká pizza. Il fallait oser. Mais il faut vivre avec son temps, celui de la mondialisation. D'ailleurs, on nous a rapporté que sur une plage du lac Balaton, en Hongrie donc, on pouvait déguster des langosh au Nutella. Si cela ne vous tente pas, vous préférez peut-être une petite palacinka. Ce mot désignant une crêpe vient du hongrois palacinta. Et magie de l'Europe centrale et de son passé austro-hongrois, en allemand-autrichien, on dit palacink. Toutefois, ce mot nous serait arrivé du roumain et même, bien avant cela, du latin placenta. Avec tout cela, vous avez du goulash dans la tête ? Máte v hlavě guláš? C'est que les langues n'ont que faire des frontières, surtout lorsque ces dernières ont beaucoup bougé au cours des siècles, comme c'est le cas en Europe centrale. Et puis rappelons que si le hongrois est la langue d'un pays aujourd'hui presque voisin de la République tchèque, c'est toutefois une langue tout sauf cousine du tchèque. Car le hongrois n'appartient pas à la famille des langues slaves, mais à celle des langues finno-ougriennes, avec des sonorités qui peuvent sembler plutôt impénétrables. Et c'est sans doute de là qu'est née l'expression tchèque « Co pak jsi Maďar, že mi nerozumíš ?» Tu es hongrois ou quoi, pour ne pas me comprendre ? Expression que l'on peut utiliser lorsque l'on se trouve face à une personne qui semble ne pas comprendre les consignes. Une personne que l'on pourrait donc qualifier de kulpas, à savoir de balourd. Encore un emprunt du hongrois d'ailleurs, mais avec un glissement de sens. En hongrois, tulpes désigne un fantassin, à savoir un soldat d'infanterie, qui combattrait donc à pied. Car la racine hongroise, tulp, veut dire pied. Et là, c'est par l'allemand que le mot d'origine hongroise est entré dans la langue tchèque. En allemand, tolpach désigne quelqu'un de lourdeau, de maladroit. Ce simplet, à l'origine simple soldat, n'est d'ailleurs pas le seul emprunt du hongrois venant du vocabulaire militaire. On a bien évidemment hussar, hussard en français, emprunt du hongrois hussar, un militaire appartenant à la cavalerie légère et coiffé d'un casque appelé en hongrois cháko, qui a donné en tchèque les mots cháka ou encore cháko, désignant plus généralement un couvre-chef militaire en forme de cône tronqué. Une protection qui n'a toutefois pas empêché la raclée mise aux Hongrois par l'armée austro-russe en août 1849 à Világos, d'où l'expression « dostat Világos », littéralement « recevoir un Világos » en référence à la capitulation du même nom. Vous êtes toujours avec nous ou vous en êtes ser ? Jste z toho jelen. Encore une expression tchèque qui vient du hongrois, mais à l'origine, rien à voir avec le cervidé. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats hongrois répondaient à l'appel en disant « jelen », ce qui veut dire « présent ». Mais savez-vous quel est le plus ancien hungarismus, terme linguistique signifiant emprunt du hongrois en tchèque ? Eh bien, il s'agit de l'ethnonyme magyar, qui remonterait à l'arrivée des premiers Magyars dans le bassin des Carpates, au IXe siècle, et qui désigne donc un Magyar ou une Magyare, à savoir une personne faisant partie du groupe ethnique, culturel et linguistique de langue hongroise. Un peuple vivant aujourd'hui majoritairement sur le territoire de la Hongrie, Maďarsko, en tchèque, mais aussi dans les pays limitrophes de cet État européen, et qui formait jusqu'en 1918 le Royaume de Hongrie. Uhersko ou Uhry en tchèque. C'est ce dernier terme qui a donné son nom tchèque à un grand classique charcutier inspiré d'une recette hongroise, le uherský salám, ou plus familièrement le uherák, littéralement salami hongrois. Et l'on retrouve aussi l'adjectif uherský dans l'expression jednou za uherský rok, littéralement une fois l'an hongrois. En français, on dirait tous les 36 du mois, à savoir très rarement, voire jamais.
Une expression qui, selon le dictionnaire des expressions et idiotismes tchèques, remonte aux guerres contre les Turcs, époque à laquelle les soldats étaient engagés en Hongrie pour une durée censée être déterminée, mais qui ne cessait d'être prolongée. Vous vous demandez peut-être si la langue hongroise a elle aussi emprunté des mots tchèques. Pour cela, nous vous invitons à consulter plutôt des linguistes spécialistes de la langue magyare. On peut toutefois citer une expression populaire hongroise qui vient un peu comme une réponse à celle sur la capitulation de Világos précédemment citée. Csehul vágyok, csehul állok, excusez mon accent, dont le sens littéral serait quelque chose comme « je me porte comme un tchèque », à savoir « très mal ». Une expression on ne peut plus ironique, puisque cela serait une référence à la bataille de la Montagne Blanche de 1620. Notre cours de tchèque vous donnera peut-être l'impression que tous les emprunts du hongrois sont entrés dans la langue tchèque, soit par le ventre, soit par la guerre. Et c'est assez vrai. Toutefois, c'est que notre liste est loin d'être exhaustive. On citera aussi pêle-mêle, bunda, le blouson, ou encore shinagel, qui désigne au choix une petite embarcation à rames et à fond plat ou une chaussure à pointe allongée. On a aussi bazmek, que l'on pourrait traduire par bidule ou machin, bref, une chose qu'on ne sait pas vraiment comment nommer. Pour terminer, nous vous invitons à écouter quelques notes d'un Čardáš, interprété par Lubomír Malek avec l'orchestre radiophonique folklorique de Brno. Et si vous le voulez, vous pouvez même esquisser quelques pas de danse, puisque la racine de cette musique et danse nationale hongroise, Čardáš en hongrois, vient du mot csárda qui désigne une taverne où l'on peut danser. C'est la fin de ce programme préparé pour vous par la rédaction francophone de Radio Prague International. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinkova, réalisation Dagmar Hlídková. L'actualité tchèque en français, ça continue sur notre site français.radio.cz et sur les réseaux sociaux où vous pouvez également retrouver tous nos articles, entretiens et reportages. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Naslyšenou.